parlare vicino al microfono. Se no, non sento. Poco sensibile. È già acceso? Sì, è già acceso, devi solo parlare vicino, perché purtroppo... Good morning. Welcome to this second session of our conference on the effectiveness of the European Social Charter and the decisions of the European Committee of Social Rights in the national legal orders. I am Silvio Troilo from the University of Bergamo. I am one of the coordinators of the Italian section of the academic network on the social charter and the social rights, and in this occasion I extend to all the participants the greetings of the Italian section, and I thank the Professor Silvia Borelli and the other organizers of the conference for inviting me to chair this session. To introduce it, I would like to remind a well-known thing, a well-known situation. States parties of a charter system are quite reluctant to accept all the rules and the control mechanism of the charter. To encourage them, the Turing process was developed, but we after some years since the beginning of this process, only Greece ratified the revised charter in 2016, and Belgium and Ukraine accepted further provisions of the charter system. So the other states remain reluctant. What are the reasons for their unwillingness to increase their commitment? Yesterday, speakers told us about these reasons in their respective legal orders and national situation. In general, looking at state responses to a questionnaire prepared by the Steering Committee on Human Rights, countries pointed their reasons, and particularly they pointed to a lack of political will or a lack of consensus within their institutions. Some countries used the words fear of having to further extend the welfare state, or in other cases spoke about economic and financial implications of such a development. And so many states specified that they were not in a position to accept a broader or higher level of international commitments on social rights prior to ensuring full compliance with already existing commitments under the revised charter. So the situation is not so brilliant, not so positive, but of course we are here to learn
about the specific situation in every country, and to learn the mechanism and the possibilities to improve or to suggest in our position as academics, to suggest to further steps to improve states' commitments. And to do this thing, the morning speakers will tell us about the degree of effectiveness of a social charter in 3 important European states, France, Belgium, and Italy. But first, yes. Yeah. But first, I have the honor and pleasure to give the floor to Professor Giuseppe Palmisano, professor at the University of Roma III and former president of the European Committee of Social Rights, currently general rapporteur of the same committee. Please, Professor Palmisano, and thank you very much. Thank you very much to you, Professor Troilo, and thank you to Silvia Borelli and the network and the other organizers of this meeting, and also this initiative of the Moot Court, which is very interesting and important in my view. I hope that you can hear me and see me well. Okay, thank you. And before starting, I would just to recall, to be precise, that after 2014, not only Spain, but also Germany ratified the 1996, the revised social charter. Spain is the country which accepted also the collective complaints procedure. But just to give a more precise view on this point. And now I hope that you can, first of all, I apologize because I cannot stay with you until the end of this session, because I have a lecture in physical presence not far from here, so I have to move at around 11. Now, if you don't mind, I would switch to French, because my presentation will be in French. So, d'après les programmes d'aujourd'hui, je devrais vous dire quelque chose à propos de l'efficacité du système de la charte sociale en tant qu'instrument de protection des droits sociaux, et en particulier sur la procédure de réclamation collective en tant que partie de ce système. Mais évidemment, je ne peux pas vous assurer que ce que je vais vous dire corresponde au point de vue du Comité européen des droits sociaux sur cette question de l'efficacité, comme le laisse entendre les titres choisis pour mon intervention. Qui plus est, et je crois qu'un tel point de vue du comité n'existe guère, ou qu'il soit très difficile à identifier. Plutôt, j'essaierai de dire ce que je pense sur ce sujet à la lumière de mon expérience en tant que membre du comité et aussi de ma connaissance comparée d'autres systèmes internationaux de protection des droits de l'homme. D'abord, je crois qu'il faut considérer en général l'évolution de mécanismes contentieux de contrôle des droits de l'homme dans les domaines de la protection des droits sociaux. Donc, l'on sait bien que dans les domaines de la protection internationale des droits de l'homme, il existe une différence de traitement entre les droits civils et politiques d'un côté et les droits économiques, sociaux et culturels, en particulier les droits économiques et sociaux de l'autre côté. Cette distinction trouve de l'évidence, entre autres, dans l'existence au niveau tant universel que régional d'instruments de protection différents consacrés à l'une et à l'autre catégorie des droits de l'homme. Il me suffit d'évoquer à ces propos les 2 pactes internationaux de 1966, ainsi qu'en Europe, la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte sociale européenne.
Parmi les raisons qui ont conduit à cette différence de traitement, il y a la conviction, datant même de plus de 60 ans, que le mécanisme de contrôle du respect par les États des obligations en matière de droits de l'homme ne pourrait pas être le même pour les deux catégories de droits. Je me réfère en particulier à l'idée selon laquelle, pour ce qui est des droits civils et politiques et des libertés fondamentales, la nature négative d'abstention et non-ingérence dans la sphère individuelle des obligations étatiques, ainsi que le contenu clair, précis et souvent inconditionnel de règles concernant le respect de ce droit et liberté, ferait en sorte que la création et le fonctionnement des mécanismes juridictionnels ou quasi-juridictionnels des contrôles de violation, c'est-à-dire de mécanismes doués d'un caractère et d'une dynamique contentieuse opposant les individus bénéficiaires de droits à l'État obligé au respect de ce droit, serait une solution effectivement possible et appropriée. Par contre, pour ce qui est des droits économiques et sociaux, la nature positive des obligations étatiques, obligation d'agir, d'adopter des mesures, ainsi que le caractère souvent programmatique et souvent de pourvu d'effets immédiats de la plupart des dispositions relatives à ces droits, ainsi que le contenu parfois non précis et conditionnel de ces dispositions, impliquerait que pour contrôler le respect et la mise en œuvre par les États des droits en question, les droits sociaux, des mécanismes juridictionnels ou quasi-juridictionnels de nature contentieuse ne seraient pas possibles ou appropriés, et que des procédures d'évaluation des rapports étatiques seraient en revanche suffisantes et suffisamment efficaces. Cette idée, quelle que soit l'appréciation qu'on puisse porter sur elle, mon appréciation personnelle est négative, était en effet à la base des différents mécanismes de contrôle qui, à l'origine, étaient prévus, par exemple, dans les deux pactes internationaux sur les droits de l'homme de 1966. Et aussi au niveau européen, dans le cadre du Conseil d'Europe, la Charte sociale européenne de 1961, qui a été conçue pour garantir les droits sociaux en constituant les pendants de la Convention européenne de 1950. Elle n'a pas prévu à l'origine aucun mécanisme de recours semblable à celui prévu par la Convention. Cet état des choses a toutefois sensiblement évolué à partir de la fin du dernier siècle, après la fin de la guerre froide et après la conférence mondiale des biens sur les droits de l'homme de 1993. L'évolution à laquelle je me réfère a été déterminée en partie par la conscience accrue que tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils et politiques ou bien économiques et sociaux, sont indivisibles, interdépendants, intimement liés, comme il a été souligné par la Déclaration de Vienne. Et donc qu'ils méritent tous, y compris les droits sociaux, des procédures de contrôle juridiquement rigoureuses et efficaces. En autre partie, cette évolution a été favorisée par un élément politique, c'est-à-dire l'affaiblissement de la méfiance de certains États occidentaux et libéraux envers les droits sociaux et collectifs et envers leur caractère de droits fondamentaux et justiciables. Concepts et valeurs, ceux-ci longuement considérés comme idéologiquement propres aux grandes puissances du bloc communiste adversaire. On a donc assisté finalement dans les 2 dernières décennies à l'établissement et à l'application de mécanismes ayant un caractère juridictionnel et contentieux pour contrôler aussi le respect par les États de leurs obligations en matière de droits sociaux et économiques. En 1995, au niveau du Conseil d'Europe, le système d'achat social a été en fait enrichi par un protocole additionnel prévoyant un mécanisme de réclamation collective devant le Comité européen des droits sociaux, qui vous connaissez bien. Or, il est difficile de dire si l'application aux droits sociaux et économiques de mécanismes contentieux prévoyant des réclamations ou des communications individuelles ou collectives contre les États constitue aujourd'hui un succès en termes de protection internationale efficace de ce droit. Le nombre de ratifications des protocoles pertinents, je me réfère aussi au pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels
des Nations Unies, ainsi que le nombre de violations qui ont été détectées et remédiées en vertu de procédures internationales contentieuses dans le domaine des droits sociaux, sont en fait encore bien en dessous de ceux propres au domaine des droits civils et politiques. Cependant, la pratique existante montre au moins qu'un contentieux international en matière de droits sociaux est certes possible et peut fonctionner assez bien, et qu'il se prête aussi à des développements intéressants et innovatifs. C'est justement dans cette perspective que je voudrais proposer quelques réflexions au sujet de la procédure de réclamation collective prévue dans le système de la Charte sociale européen. Je ne vais pas vous présenter les caractéristiques de ce système, et je voudrais plutôt faire de réflexions d'abord sur les caractères juridictionnels, la portée juridique et la valeur interprétative des décisions du comité dans le cadre de la procédure de réclamation collective. En le faisant aussi à la lumière du système de suivi concernant ces décisions, en particulier les décisions de violation. Et mes réflexions donc vont porter aussi de manière plus générale sur la valeur de la procédure de réclamation collective en tant qu'instrument international pour la protection des droits sociaux, pas seulement sur les aspects de la valeur juridique ou du caractère de décision du comité. Donc, sous l'angle d'une analyse juridique formaliste, il est même trop évident que malgré le caractère contentieux de la procédure de réclamation, malgré la structure et le contenu précis des décisions du comité, les décisions sur le bien fondé ne sont pas des arrêts d'une cure internationale, c'est-à-dire des actes auxquels l'État en cause s'est engagé sur le plan juridique international à se conformer. Il n'y a en effet, ni dans les protocoles de 1995, ni dans la Charte sociale révisée, aucune disposition qui soit identique ou analogue à l'article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les États, donc, ne se sont pas formellement engagés à se conformer aux décisions du comité dans les réclamations auxquelles ils sont partis. On pourrait aussi exprimer cela, si l'on veut, en disant que le comité, quand il adopte une décision sur le bien fondé d'une réclamation, n'exerce pas une fonction stricto sensu juridictionnelle ou judiciaire, mais seulement quasi-juridictionnelle. Et que ces décisions n'ont pas l'autorité ou la qualité juridique de la chose jugée, à savoir la force obligatoire du jugement. Il faut toutefois observer que l'absence du caractère contraignant de ces décisions, élément qui les distingue formellement des arrêts de cure et qui les rapproche plutôt des constatations typiques de certains organes onusiens de contrôle, tels que le Comité des droits de l'homme, est toutefois compensé par le fait que les États partis au protocole se sont tout de même substantiellement engagés à adopter des mesures pour donner suite à la décision du comité. Ils se sont d'ailleurs engagés au point qu'ils ont accepté l'obligation juridique formelle de soumettre périodiquement à l'appréciation du comité, comme vous le savez, un rapport contenant les informations sur les mesures qui ont été prises pour donner suite à la décision du comité. En outre, s'il est vrai qu'au terme du protocole de 1995, les États partis n'ont pas voulu adopter les décisions du comité sur le bien fondé de l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire de la force juridiquement obligatoire du jugement. Il est également vrai qu'ils ont voulu attribuer à ces décisions le caractère formel de la chose jugée. Le caractère formel, pas les autorités, mais le caractère formel, c'est-à-dire la propriété attachée à la décision rendue qui devient inattaquable quant à son contenu, ce qui implique que la décision ne peut plus être modifiée ni par un autre organe juridictionnel ou quasi-juridictionnel, ni par un organe ou institution politique, tel que le comité des ministres.
Le protocole ne prévoit aucune forme d'appel ou de révision à l'égard des décisions du comité. Et le rapport explicatif du protocole précise sans ambiguïté que le comité des ministres, je cite, ne peut pas remettre en cause l'appréciation juridique donnée par le comité. En conclusion, pour exprimer en positif la portée juridique internationale des décisions sur le bien fondé du comité, je dirais qu'il s'agit d'actes de nature juridictionnelle concernant l'appréciation du respect de la Charte sociale européenne mise en cause par une réclamation collective, actes que les États partis au protocole ont dotés d'une force déclaratoire inattaquable et auxquels les États concernés par une réclamation sont obligés de donner suite en soumettant au contrôle du comité les mesures qui ont été prises à cet effet. Cela est en effet beaucoup plus pertinent et significatif que de se contenter de dire de façon négative, comme le fait aussi souvent la doctrine, que ces décisions au niveau juridique international ne sont pas des arrêts et qu'elles ne sont pas dotées de la force obligatoire du jugement. Il faut aussi ajouter que les décisions sur le bien fondé, bien que n'ayant pas l'autorité ni de la chose jugée, ni de la chose interprétée, ont cependant la capacité effective de clarifier, préciser et compléter les contenus et les implications des obligations étatiques prévues par la disposition de la Charte sociale. En d'autres mots, bien qu'il ne soit pas interdit aux États partis de la Charte, y compris ceux qui sont partis au protocole de 1995, de ne pas prendre en compte l'interprétation et l'application des dispositions de la Charte telles que données par le comité dans ses décisions sur le bien fondé, quand ils, c'est-à-dire leurs organes, y compris les juges nationaux, sont confrontés à la mise en œuvre ou à la réalisation juridictionnelle en termes des dispositions de la Charte sociale, il est quand même tout à fait normal que la jurisprudence du comité constitue le repère fondamental dans tous les États partis au système de la Charte sociale européenne, y compris ceux qui ne sont pas partis au protocole de 1995, pour la mise en œuvre et l'application au niveau national, y compris la réalisation juridictionnelle, des dispositions de la Charte. Cette autorité interprétative des décisions sur le bien fondé, substantiel, sur le bien fondé, est démontrée par plusieurs exemples de décisions récentes d'organes juridictionnels nationaux d'États partis à la Charte qui ont fait une référence explicite aux décisions du comité en donnant aux dispositions de la Charte justement le contenu spécifique et la portée que le comité avait déjà eu l'occasion de préciser dans ses décisions. Et il y a plusieurs présentations qui vont toucher, je suis sûr, cet aspect. Et il s'agit de juges, tribunaux ou cours, y compris des cours constitutionnels, appartenant non seulement à des États partis au protocole sur les réclamations collectives, mais aussi à des États qui n'ont pas accepté ces protocoles. En effet, on constate une telle situation dans plusieurs domaines couverts par des dispositions de la Charte sociale, sur des sujets sensibles et complexes. Par exemple, le respect du droit à la sécurité sociale en temps des mesures d'austérité, les droits des employés licenciés sans motif valable en indemnité adéquate et suffisamment dissuasive, la prise en charge éducative et formative des enfants autistes, la prohibition de tout châtiment corporel infligé aux enfants à la maison ou à l'école, le droit syndical des militaires et des policiers et les droits en rémunération égale pour un travail égal ou semblable ou comparable entre les femmes et les hommes. Mais il s'agit des exemples. Je viens maintenant à l'aspect de l'effectivité ou efficacité de la procédure de réclamation collective, à part sa valeur juridique. Parce que ce que je viens de dire concerne la valeur et la portée juridique des décisions du comité. Mais il faut aussi s'interroger sur l'effectivité du contrôle quasi-juridictionnel mis en œuvre par le comité dans le cadre de la procédure. C'est-à-dire sur la capacité de ce contrôle d'avoir un impact effectif sur la situation faisant l'objet d'une réclamation, dans le sens de la réalisation d'un meilleur respect des droits sociaux par l'État concerné par la réclamation. Ça, c'est l'effectivité. De ce point de vue, je ne peux
certes pas dire que la procédure de réclamation collective conduit toujours ou la plupart du temps à la résolution du problème et à la mise en conformité pleine et rapide de la situation de l'État avec ce que la Charte sociale exige en termes de respect des droits sociaux. En fait, il faut constater que certaines violations des droits inscrits dans la Charte perdurent depuis plusieurs années sans qu'il n'y soit remédié. Il est des situations de blocage qui, malgré des constats répétés de violations, ne suscitent de la part des États concernés ni réaction ni mesures correctrices. Et les constats annuels du comité relatifs aux suites données par les États aux décisions de violation qui le concernent le montrent suffisamment, je crois. Malgré cela, on peut toutefois aussi constater de nombreux exemples d'États qui, spontanément, compte tenu des conclusions que le comité a formulées dans la décision sur réclamation collective, prennent rapidement des mesures et des initiatives pour remédier à la situation ou l'améliorer, afin de la mettre en conformité avec la Charte. Et dans la plupart des cas, la circonstance que le comité ait été saisi de réclamation collective et qu'il ait adopté une décision de violation semble avoir un poids important sur la décision de l'État de mettre en œuvre des changements positifs dans la situation d'application insatisfaisante des droits sociaux mis en évidence par les organisations réclamantes. L'effet qu'après une décision de violation adoptée par le comité, l'évolution de la situation continue de rester sous le contrôle du comité, auquel l'État concerné doit transmettre, comme vous le savez, un rapport explicatif des mesures prises pour donner suite aux décisions du comité, contribue évidemment à faire en sorte que les États destinataires des décisions de violation ne restent pas inactifs, mais qu'ils s'engagent effectivement à prendre des mesures pour mettre en conformité la situation avec le respect des droits sociaux. Mais il y a d'autres facteurs qui, à mon avis, contribuent encore plus à faire de la procédure de réclamation un instrument efficace dans la perspective d'une réalisation effective des droits protégés par la Charte. Ces facteurs sont, d'une part, l'effet que cette procédure, comme vous le savez, ouvre la porte de la Charte sociale à la société civile et au monde des travailleurs, aux syndicats et aux ONG. Cela signifie que les systèmes européens de protection des droits sociaux s'ouvrent à ces véritables bénéficiaires, qui sont intéressés bien plus que les États ou les gouvernements à la mise en œuvre et à la jouissance effective de ce droit. Et d'autre part, il y a aussi le bien connu facteur publicité, c'est-à-dire le fait que dans les réclamations déposées, que toutes les autres pièces et les documents produits au cours de la procédure, ainsi que les décisions de violation adoptées par le comité, sont tous des actes publiés, facilement accessibles et dotés du retentissement public attaché aux événements qui se constatent dans le cadre et sous l'égide du Conseil de l'Europe. Ces deux éléments, la nature propre aux organisations réclamantes d'entités collectives constituant expression importante de la société civile organisée, du monde organisé des travailleurs, et la publicité divulgation de la procédure de contrôle des décisions du comité, entrent évidemment en synergie en produisant un moyen de pression sociale efficace afin d'obtenir des gouvernants, des législateurs et des autres autorités nationales une modification de leur comportement conformément aux prescriptions de la Charte sociale et aux indications du Comité européen des droits sociaux. Mais pour conclure, il faut toutefois n'oublier pas la limite intrinsèque d'efficacité de la procédure de réclamation collective, c'est-à-dire la limite d'une procédure qui, en raison de sa nature collective, n'a pas été conçue pour traiter des situations individuelles de violation des droits des particuliers. Comme vous le savez, les décisions du comité n'ont pas la capacité d'obtenir que les États remédient aux violations de droits subies par des victimes individuellement identifiées. C'est là, en effet, la grande différence entre la procédure de réclamation collective et les systèmes de protection des droits de l'homme
prévoyant des plaintes ou des recours individuels à des organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels internationaux. Système particulièrement actif, comme on le sait, dans les domaines de la protection des droits civils et politiques, les recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, les communications individuelles au Comité des droits de l'homme. Mais système présente aussi dans les champs des droits économiques et sociaux, comme c'est le cas du protocole additionnel au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et aussi du protocole de San Salvador additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui reconnaît la possibilité de requêtes individuelles, au moins en cas de violation du droit d'association syndicale et du droit à l'éducation. Il faut toutefois se demander si cette limite intrinsèque à la procédure, prévue dans le système d'achat social, constitue réellement un problème majeur dans la perspective d'une protection efficace des droits sociaux. À ces propos, il convient de considérer des aspects qui, dans le système de la charte, rendent la nature exclusivement collective et non individuelle ou non individualisée des situations pouvant faire l'objet d'une réclamation moins insuffisante qu'il n'y pouvait paraître. Le premier aspect est que dans la charte sociale, la grande majorité des dispositions en matière de droits sociaux sont formulées en termes d'engagement et d'obligation de l'État plutôt qu'en termes de droits subjectifs des individus. Il est donc peu probable que des individus particuliers puissent se présenter et être reconnus par l'organe compétent de contrôle en tant que sujets directement lésés dans leurs droits, alias des victimes d'une violation, à cause du comportement étatique non conforme aux prescriptions de la Charte. Deuxièmement, s'il est vrai qu'un système de recours individuel a le potentiel de pousser l'État concerné à rétablir la jouissance des droits du particulier victime de la violation et à réparer les préjudices subis par celui-ci, mais avec des effets limités à la situation individuelle faisant l'objet du recours. Il est toutefois également vrai qu'un tel système peut très difficilement produire l'effet positif qui compte le plus du point de vue de la garantie de la réalisation par les États des droits couverts, des droits sociaux, des droits couverts par la Charte sociale, c'est-à-dire résoudre les problèmes, les obstacles et les carences systémiques et structurelles qui empêchent une jouissance générale, pleine et effective des droits sociaux. En revanche, la procédure de réclamation collective, comme elle a été prévue dans le protocole et appliquée dans la pratique du comité, est conçue précisément pour dénoncer, détecter et résoudre les problèmes systémiques et structurels relatifs à une situation spécifique, ainsi que pour pousser les États concernés à résoudre ces problèmes sous le contrôle continu du comité, au bénéfice non seulement des éventuelles victimes de la violation spécifique de la Charte qui est à la base de la réclamation, mais aussi de l'ensemble de la collectivité intéressée à la réalisation des droits sociaux concernés par la réclamation. Bien entendu, ce qui précède ne change rien au fait qu'il serait quand même utile et approprié d'avoir aussi au niveau européen un mécanisme, si possible, de nature juridictionnelle, compétent pour connaître des réclamations, recours des individus particuliers qui allèguent la violation de leurs droits sociaux par l'État dont ils la relèvent. Un mécanisme modélé évidemment sur l'exemple et l'expérience des recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais cela sans pour autant perdre ou éliminer la procédure de la réclamation collective prévue par le protocole à la Charte sociale, qui, à mon avis, en effet, dans ces décennies de vie, s'est avéré être, comme j'ai essayé de faire croire, un instrument approprié et efficace pour la protection et la réalisation des droits sociaux en Europe, et qui, à mon avis, devrait non seulement continuer à fonctionner, mais aussi être davantage renforcé, utilisé et enlargé dans la participation des États. Merci. Merci beaucoup, Professor Palmisano. Thank you very much. As Professor Palmisano has a lecture in a brief time, if there are questions or
more points to indicate, I invite you to speak now without problems or without any reluctance. Professor Borelli, please. Yeah, merci beaucoup, professeur Parmisano, pour cette présentation. Ma question concerne la réforme des comités européens de droits sociaux, parce qu'hier, on a eu une très bonne présentation de Gérard Dain, qui nous a illustré les nouveautés qui seront introduites, surtout sur le système de reporting. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'améliorer le dialogue entre les comités et les États membres? Vous pensez que l'idée de renforcer le rôle de recommandation renforcera aussi l'efficacité de la Charte sociale européenne, aussi l'idée d'avoir une différente division des groupes des articles. Donc, qu'est-ce que vous pensez des réformes qui seront apportées et qui sont actuellement en discussion sur les comités? Merci. Merci, Silvia. I try to answer in English now. Well, first of all, I say hello to Gerard and also Nino, I think is fair. So please bring my my hello to them if they're there. Well, the reform or the changes that are going to be adopted concern not mostly but exclusively the reporting procedure, and not the collective complaints procedure or other issues composing the social charter system. As regards the direction towards which the changes are going, I think that the direction is the right one. It's something that has been proposed and by not only by the committee but also by other ad hoc bodies established by the Secretary General, the Council of Europe, and also proposed by the CDDH, as Professor Troilo mentioned before. And all these changes go in the direction of making more targeted the reporting procedure, more focusing on strategic or urgent issues, and also with a view to receive more timely and precise information from states concerning what is urgent and important from the according to the sensitiveness and the point of view of both the European Committee of Social Rights but also of states and the governmental committee. So in this sense, I think that the reporting procedure will improve, and this will also produce a more effective social charter system, a more effective implementation of the charter by states and within the legal orders, national legal order and practices of member states. As for the issue of cooperation, dialogue, well, of course, this is very important. This can and should be improved in order to facilitate the understanding from
the states, by states, of what is necessary to do or to avoid to do to properly respect, protect, and mostly fulfill social rights. So the avenues of dialogue that are envisaged in this reform is maybe too ambitious word, these changes are important and go in the right direction. What I think is that the dimension of assistance and dialogue should not involve the European Committee of Social Rights, but should involve the Council of Europe, the Secretariat of the Council of Europe, and maybe another body, but not the European Committee of Social Rights, because the character, the nature of this body is the nature of a monitoring body, not of an expert advice. It's similar to, I don't want to say to a court, but at least to the Human Rights Committee within the framework of the Covenant on Civil and Political Rights, and also, of course, the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights. And in that context, the monitoring body does not work as a cooperation or assistance body institution. There are the expert advice. In other kind of procedures, there is also a distinction between, as you probably know, within the special procedures in the United Nations system, there is a clear distinction. And I think that, first of all, that the committee is not equipped to do this. And it should be better not to exceed in giving charges or functions and increasing the workload of the committee, because this would go to the detriment of its more crucial functions. Thank you. Sir, there is another question by Melanie Schmidt connected with us. Please, Melanie. Thank you very much, dear colleague. Je vais poser ma question en français si ça va pour tout le monde. Je voudrais demander à Giuseppe Palmisano son avis sur le rôle et la place des partenaires sociaux, des syndicats, notamment dans les réformes ou alors les modifications qui ont déjà été apportées dans les décisions opérationnelles. On ne parle pas beaucoup des partenaires sociaux, et dans ce dialogue qui devrait être renforcé, est-ce que il y a une place qui est accordée alors à la fois aux syndicats nationaux et peut-être quelle pourrait être une place ou un rôle un peu plus développé des organisations européennes? Voilà. Merci beaucoup. Mélanie, tu te réfères aux organisations européennes non gouvernementales ou... Non, alors là, uniquement aux syndicats, donc la Confédération européenne des syndicats, ou comment est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être plus d'implication aussi dans les observations qui sont faites, dans les questions peut-être qu'on peut poser aux syndicats européens ou au patronat européen lorsqu'il y a des questions qui concernent peut-être plusieurs États ou... Voilà, c'est ma question. Alors, d'abord, du point de vue des décisions ou des propositions qui ont été adoptées par le GT Chart, ce groupe de travail Chart qui probablement vont être traduites dans les décisions du comité des ministres, les rôles de l'organisation de travailleurs n'a pas été trop évident, mais pas seulement le rôle des organisations de travailleurs, aussi le rôle du comité, aussi le rôle d'autres entités. Il y a
s'agit d'un processus qui a pris en compte surtout les positions des États. Dans les espaces qui ont été donnés aux organisations, à l'ETUC, surtout à l'ETUC, je veux dire, l'ETUC a su saisir l'occasion de dire des choses très importantes et utiles qui ont aidé aussi les efforts du comité du secrétariat du Conseil d'Europe à développer l'efficacité réelle et le caractère, on dit participatif, du système de contrôle de la charge sociale. Et donc, je dirais, et je ne peux pas généraliser, mais je me réfère précisément à l'ETUC, un rôle très positif et aussi très compétent. Sur ce qui peut arriver selon les nouvelles, ou presque nouvelles, directions qui sont en cours d'être prises, je crois d'abord qu'il y a déjà dans le système de la charte toutes les possibilités, ou beaucoup de possibilités pour faire compter la participation, pas seulement du point de vue de la détection, de la dénonce, de la réclamation, mais aussi d'une meilleure connaissance de la situation dans les États et aussi des suggestions de quels sont les problèmes spécifiques dans chaque État et aussi dans les possibles voies pour les remédier. Il y a déjà les occasions, les possibilités et pour le monde des travailleurs, aussi pour le monde des employeurs. Et l'effet est que les organisations des employeurs ne l'utilisent pas. Les organisations de travailleurs, oui, au moins certains d'entre eux. Et je crois que ce qui va arriver, c'est une majeure, une plus grande activation et dialogue, encore une fois, avec les organisations syndicales, pas seulement la Fédération européenne, mais aussi les syndicats nationaux. Mais, pour être sincère, les résultats positifs vont dépendre de la sensibilité, de la disponibilité de ces organisations nationales et aussi européennes de se faire partie active dans ce système. J'espère avoir répondu. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Autre question, other questions in presence? If not, we thank a lot Professor Palmisano for his intervention, for his words, very interesting, very important. Thank you very much, and see you next time. Thank you. Thank you, Professor Troilo. Thank you again to the organizer. I will stay connected for another 10-15 minutes, I think. Okay, thank you. So we can go on. Now I give the floor again to Melanie Schmidt, University of Strasbourg, Université de Strasbourg, about the effectiveness of the European Social Charter in France, but first part, because
we will have a second part, and so the story is particularly interesting about France. Please, Melanie, and thank you. Thank you very much. And I also would like to thank very, very much Silvia Borelli and the whole team who organized this conference. And I also have to apologize because I won't be able to stay with you for a long time, because in France we do not work today normally. So my children are not far from me, and it would be a bit difficult to stay with you the whole day. So I will switch in French also, and I will share my screen. Just a few seconds, please. Okay, normally it works. Just please tell me if it works. Perfetto. Ok, merci beaucoup Sylvia. Donc je vais parler en français comme ma collègue Carole Nivard, et nous avons réalisé nos slides en anglais pour permettre un meilleur suivi de nos présentations. Alors, nous allons donc vous présenter la situation de la France au regard de la Charte sociale européenne et traiter de la délicate question en France de l'effectivité ou de l'ineffectivité peut-être de la Charte sociale européenne et des décisions du Comité européen des droits sociaux dans notre ordre juridique. Alors, voilà. La France fait généralement figure de bonne élève au sein du système de la Charte, et en tout cas ainsi qu'elle se présente. Ses représentants ont activement participé à la rédaction de la Charte initiale, ainsi que de la Charte révisée. Vous voyez sur le document, sur la slide, que la France a ratifié les deux chartes successivement, la seconde, la charte révisée, très rapidement. La France a également signé et ratifié le protocole sur les réclamations collectives. Elle a accepté surtout ce que répètent les représentants de la France au sein des différents organes. La France a accepté tous les articles et tous les paragraphes donc, de la charte. Ça en fait avec l'Espagne et le Portugal, l'un des 3 États qui a procédé ainsi. En revanche, il faut noter quand même que la France, mais vous le savez sûrement, n'a pas accepté, n'a pas habilité ces ONG nationales à soumettre des réclamations. Alors, brièvement, la question qui agite aujourd'hui les juridictions françaises, la doctrine, ainsi que nos gouvernants, est celui du statut de la charte en droit français. Pourtant, nous avons un article 55 dans notre Constitution qui prévoit que la charte a une autorité supérieure à celle des lois, comme tout traité ou convention régulièrement ratifié et approuvé selon les règles nationales. Mais cela ne suffit pas pour que les dispositions de la charte aient automatiquement un effet direct. Et c'est cette question aujourd'hui qui est au cœur du questionnement en France et que traitera Carole Nivard tout à l'heure après mon intervention. Donc, pour ma part, je vais débuter le cœur de mon propos par une analyse générale, une présentation, une analyse générale de la situation de la France au regard de la charte et des décisions du comité. Donc, en dépit, ou peut-être parce que la France est peut-être un bon élève, en tout cas au regard des ratifications et de l'acceptation des dispositions, la France a donc fait l'objet de 54
réclamations collectives, dont 8 sont actuellement pendantes, donc en cours de traitement, sur un total de 217 réclamations, donc ce qui fait de la France sans doute un des États contre lequel le plus grand nombre de réclamations ont été formulées. Vous le voyez, 27 d'entre elles, donc la moitié, ont fait l'objet d'un constat de violation d'un ou plusieurs droits de la charte. Et on constate, élément intéressant également, que les syndicats utilisent très majoritairement cette procédure, mais que les organisations non gouvernementales internationales ont compris très rapidement l'utilité également de ces réclamations collectives. Et que certaines des décisions qu'a eu à rendre le comité à ce propos ont marqué la jurisprudence du comité. Alors, ces chiffres pourraient laisser penser que nous sommes face en France à un échec assez paradoxal, qui met en lumière en réalité un décalage assez net entre les engagements internationaux de la France et la mise en œuvre effective, il me semble, de la charte dans le droit et dans la pratique française, pour laquelle il m'apparaît assez clairement que la volonté politique fait défaut aujourd'hui. Et le professeur Giuseppe Palmisano parlait tout à l'heure du groupe GT Charte au sein du Conseil de l'Europe. J'ai eu la possibilité de participer à la dernière réunion de ce groupe pour donner le point de vue d'une universitaire et sans rompre la confidentialité des échanges, il est effectivement clair que la France, comme de nombreux autres États, souhaite sans doute maintenir la question de l'effectivité de la charte à un niveau politique et beaucoup moins à un niveau strictement juridique. Pour montrer, alors oui, bon, vous allez le comprendre, j'ai une analyse très critique de l'effectivité de la charte en droit français. Je parlerai même plutôt d'ineffectivité de cette charte et des décisions du Comité européen des droits sociaux, même si parfois il y a des exceptions. Alors pour montrer cela, je me suis particulièrement intéressée au suivi des décisions du Comité européen des droits sociaux, qui est donc assuré depuis 2016 par le comité et qui, chaque année, demande, vous le savez, aux États qui ont fait l'objet d'au moins une décision de violation dans le cadre des réclamations collectives, de soumettre un rapport dans lequel ils doivent justifier de la mise en conformité de la situation nationale avec la charte. La France est donc particulièrement concernée et en 2021, donc, disons en 2022, mais en ce qui concerne donc la période 2021, le comité a effectué son 6e cycle annuel. Et il me semble que les constats, les findings, illustrent de manière assez évidente à la fois le manque d'effectivité des décisions du comité en France, mais encore, et peut-être de plus en plus, en tout cas par rapport au constat de 2020, une certaine mauvaise volonté ou une absence d'effort, en tout cas des efforts très insuffisants dans la mise en œuvre des décisions du comité et plus généralement donc de la charte. Vous le voyez sur le document, sur la slide. 6 décisions ont fait l'objet d'une 4e évaluation. Donc, ces décisions ont été prises pour la première d'entre elles en 2003. Donc, vous voyez, on est presque 20 ans plus tard et la France n'a toujours pas mis sa situation en conformité avec la charte dans ce qui concerne l'accès des personnes autistes, notamment au système éducatif et à la formation professionnelle. D'autres décisions font l'objet d'une 3e évaluation. Donc,
c'est le cas pour une d'entre elles qui concerne le droit syndical. Là aussi, certains fonctionnaires en droit français, plus particulièrement les gendarmes qui sont des militaires dans l'armée, ne bénéficient toujours pas d'un droit syndical conforme à ce que réclame la charte. Il faut mentionner encore 2 décisions qui n'en sont qu'au 2e cycle de suivi, mais c'est déjà quand même la 2e fois donc, que le comité a statué, et l'une d'entre elles débute tout juste son évaluation. Et il faut noter que pour toutes ces décisions, le comité a conclu à la non-conformité totale ou partielle de la situation française par rapport donc, à ce qui était attendu. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de manière plus générale? On ne peut pas rentrer dans les détails maintenant. Voilà, les enseignements que l'on peut en tirer, d'abord, c'est qu'on se rend compte que souvent, le gouvernement français ne fournit aucune information, aucune indication, alors pourtant que le comité la demande ou les demande. Ensuite, lorsqu'il fournit des informations, des indications, elles sont souvent incomplètes ou beaucoup trop générales pour permettre au comité d'avoir une image complète de la situation. Le Comité européen des droits sociaux demande ainsi une nouvelle fois à la France, à plusieurs reprises, des informations détaillées sur les mesures concrètes adoptées par la France et pas uniquement une loi, un décret, un arrêté avec le contenu très rapidement résumé. Le gouvernement français se contente également parfois d'apporter des indications fournies lors du précédent cycle d'évaluation, donc en n'apportant aucune nouvelle précision. Et donc, le comité, on le sent dans la formulation, ne peut que conclure à l'absence de mise en conformité. Le comité, c'est important de le souligner, mais vous le savez sûrement, en tout cas les étudiants le savent sûrement depuis hier, au minimum, le comité veille à examiner à la fois la loi nationale, donc le droit et la pratique. Et dans un pays comme la France où le législateur est très prompt à intervenir, cette approche globale me semble tout à fait essentielle. On en a un exemple dans la réclamation numéro 101/2013 où le comité relève que les travailleurs concernés en l'espèce ne sont pas en pratique dans la capacité de jouir de leurs droits syndicaux, en l'occurrence, donc de siéger dans l'instance représentative, pourtant mise en place par la loi. Enfin, dernier renseignement, lorsque le gouvernement français tente de minimiser la situation de conformité, là encore, le comité veille. L'exemple, c'est celui de la dernière décision qui a débuté son cycle d'évaluation de suivi, où le gouvernement, en l'occurrence, a rappelé qu'une seule branche d'activité, qu'un seul secteur prévoit un mode de calcul de la durée moyenne de travail non conforme à la charte, donc sous forme de pluriannualisation, ou en anglais multi-annualization. Et le gouvernement français cite seulement 4 accords sectoriels qu'il considère comme étant en conformité avec la jurisprudence du comité. Le constat du comité est assez logique. Il considère que le gouvernement n'a précisé qu'un nombre limité d'accords collectifs, et de sorte qu'il n'a pas été démontré que la situation française est pleinement en conformité avec la charte. Donc, on le voit, je peux confirmer, en tout cas, je pense pouvoir confirmer la réticence assez forte, et peut-être même de plus en plus forte, de la France, du gouvernement français, dans la mise en œuvre de la charte et de la jurisprudence du comité. Alors, c'est sûrement lié à la saga, si on peut l'appeler ainsi, du barème d'indemnisation en cas de licenciement injustifié, dont vous parlera Carole Nivard, qui a certainement cristallisé
les oppositions entre le gouvernement et la doctrine française majoritaire sur cette question, mais je n'en dis pas plus. Alors, pour poursuivre un peu plus, peut-être pour vous donner des illustrations, des questions juridiques actuellement soulevées en France et surtout des problèmes d'effectivité que rencontrent la charte et la jurisprudence du comité, avec Carole, nous sommes répartis ces questions. Et moi, je voulais vous montrer d'abord un premier cas, une sorte de case study, pour peut-être voir que la charte et la jurisprudence du comité peuvent avoir, alors parfois, à force de répéter que la situation française n'est pas en conformité, que la charte peut produire quand même un effet positif, peut améliorer la situation, même si le juge français est extrêmement réticent à intégrer des références à la charte et encore moins à la jurisprudence du comité qui n'est jamais citée. C'est l'exemple que je vais traiter rapidement, avant un second si j'ai le temps, mais on verra. Le premier exemple, donc, concerne un système français très particulier de calcul du temps de travail. Alors, en France, on a une possibilité de ne pas décompter les heures de travail, mais d'imposer simplement aux salariés, aux travailleurs, un certain nombre de jours de travail dans une année. Et on appelle ce système le système du forfait jour. C'est intéressant pour les employeurs parce qu'ils fixent une rémunération qui est forfaitaire, d'où le terme de forfait, peu importe le nombre d'heures travaillées. Ça signifie donc que dans ce contexte-là, le droit français, dès le début des années 2000, a prévu que ces travailleurs ne bénéficieraient jamais d'heures supplémentaires et donc ils ne seraient jamais non plus rémunérés davantage pour ces heures supplémentaires qu'ils ne font pas. Et l'autre problématique, peut-être même encore plus importante, c'était que les limites de la durée maximale de travail et les durées minimales de repos ne s'appliquaient absolument pas en droit français pour ces travailleurs. Donc, vous le voyez, je ne vais évidemment pas reprendre toutes les décisions du comité, mais la première a été adoptée en 2001 déjà, et la dernière 20 ans plus tard, donc l'année dernière en 2021. Alors, il a fallu attendre tout de même la 5e décision. En fait, c'est une seule et même décision qui traite des deux réclamations collectives que vous voyez ici en 2009. Donc, la décision du comité du 23 juin 2010 est une décision qui a, dans une certaine mesure, été prise en compte par la Cour de cassation française, donc par le juge français, qui a introduit dans le droit français les conditions, ou certaines conditions posées par le Comité européen des droits sociaux pour que ce système spécial du forfait jour puisse être conforme à la charte. C'est un arrêt de principe, c'est un arrêt important puisque la Cour de cassation a ajouté à la loi française des conditions que la loi ne prévoyait pas. Donc c'est une œuvre prétorienne importante. Qui n'a pourtant pas été suffisante. Alors, même si ensuite, dès 2012, la Cour de cassation française a encore ajouté des conditions pour protéger davantage les travailleurs soumis à ce système, vous le voyez ici, dans une décision notamment du 26 septembre 2012. Et pourtant, oui, je vais un peu trop. Pourtant, et malgré des évolutions législatives quand même assez fréquentes en France, le législateur a plusieurs fois modifié la loi. Pourtant, vous l'avez vu, en 2021 encore, il y a eu une décision du comité qui a conclu à la violation par la France, notamment de l'article 4, paragraphe 2 et de l'article 2 de la Charte sociale européenne. Alors, il faut aussi mentionner que lorsque la Cour de cassation a intégré
cette jurisprudence du comité, elle ne l'a jamais exprimée explicitement. C'est assez frappant, ça ressort de l'extrait que vous voyez ici à l'écran, dans cet arrêt important de 2011. La Cour de cassation aurait pu se référer directement à la Charte sociale européenne, voire à la jurisprudence ou quasi-jurisprudence du comité, mais pourtant elle ne le fait pas. Elle se fonde principalement sur le droit de l'Union européenne, alors qui a vocation évidemment à s'appliquer également, et elle ne cite la charte que de manière indirecte en mentionnant l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors formellement, on peut le regretter, cette dévalorisation de la charte sociale européenne par rapport aux droits de l'Union européenne. Si on s'intéresse aux résultats, on peut quand même dire qu'il y a une amélioration de la situation des travailleurs grâce à l'intervention, la jurisprudence du comité et donc aux réclamations collectives. Et donc, comme je le disais, la situation française n'est pourtant pas encore en totale conformité avec la charte. Et chose exceptionnelle, voire rarissime, cette dernière décision du comité a fait l'objet d'une recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Très rare, vraiment, ces recommandations n'interviennent que lorsque il y a une violation grave ou répétée de la part d'un État. Et donc là, très clairement, le comité des ministres recommande à la France de modifier sa législation sur ce système spécial, donc du forfait jour, pour introduire en droit français des limitations de la durée du travail et des moyens de protéger, des garanties adéquates assurant un temps de travail raisonnable. Donc c'est une recommandation qui est importante, au moins sur le plan symbolique. Il reste à voir ce que la France, ce que le gouvernement français va éventuellement mettre en place, mais je n'ai pas encore, à ma connaissance, vu d'initiative sur ce point. Voilà, je prends encore quelques minutes pour étudier un autre cas très rapidement. C'est celui des droits sociaux de la population rome et des gens du voyage. Pardon. Oui, je suis aussi malade. Donc, je vais terminer assez vite. Là encore, on a eu 6 décisions de la France, enfin 6 décisions concernant la France qui ont montré des lacunes très importantes dans l'application en pratique de la législation française, puisque là aussi, en France, sur cette question très large de la protection des droits sociaux de ces catégories de personnes particulièrement vulnérables, notamment le droit au logement, un logement d'urgence et aussi tous les droits à l'assistance sociale, médicale, etc. On a eu différentes lois, des décrets, des arrêtés, et pourtant, encore en 2017, le Comité européen des droits sociaux a relevé la non-conformité de la législation française. Alors, en 2020, toutefois, dans le cycle d'évaluation, le comité a salué l'approche enfin globale du gouvernement français et donc aussi du législateur français pour couvrir toutes ces questions, accès aux droits, à l'éducation, à l'emploi, à l'hébergement et à l'assistance médicale. Pourtant, et je pense que c'est important d'insister sur cet élément, le comité considère que cette approche française est compatible en théorie avec les exigences de la charte, mais que le gouvernement français n'a pas fourni d'indications suffisantes, donc des informations statistiques sur les mesures réellement mises en œuvre pour garantir que dans la pratique, des résultats concrets permettent de mettre en conformité la situation française, pas seulement le droit français, mais aussi la pratique, l'application du droit avec les exigences de la charte.
Et j'en ai pour ma part terminé et je laisse donc la parole à ma collègue Carole Nivard. And now I give the floor to Carole Nivard, Université de Rouen, Normandie, about the second part of this interesting history. Please. Merci beaucoup. Est-ce que, du coup, vous voyez le PowerPoint? Non. D'accord. Non. Ah. Carole, on l'a aperçu un moment et il a disparu à nouveau. Là, c'est bon? D'accord, super. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, moi aussi, j'adresse tous mes remerciements aux organisatrices donc, de cette conférence. Merci pour l'invitation, donc professora Borelli et également donc, Ilaria et Carlotta qui ont organisé cette conférence. Merci pour l'invitation. Et donc, je suis chargée donc, de la question de l'effectivité de la charte sociale dans l'ordre juridique français, donc part 2. Et je vais donc compléter la belle présentation de Mélanie en vous parlant plus particulièrement d'un arrêt récent qui a été rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation française et qui malheureusement a refusé pour la première fois explicitement l'effet direct de la charte sociale. Donc, c'est un arrêt qui a été rendu le 11 mai 2022 dernier, donc société FSM. Et c'est justement donc, dans cette fameuse saga, c'est censé donc venir mettre fin, terminer cette saga autour de la question donc, des barèmes, les barèmes Macron, qu'on appelle les barèmes Macron, qui viennent encadrer l'indemnisation des travailleurs en cas donc, de licenciement abusif ou, comme on dit en droit français, des licenciements sans cause réelle. Donc, il vient cet arrêt, et c'est pour ça qu'il est important mettre fin à cette saga pour venir valider donc, la loi française, valider les barèmes Macron, mais également, il est important puisqu'il vient pour la première fois exprimer explicitement donc, la question de savoir si oui ou non, devant la Cour de cassation, la Charte sociale européenne est d'effet direct et donc peut être invoquée. Est-elle justiciable finalement devant le juge français. Donc c'était un arrêt très attendu puisque la Cour de cassation a mis longtemps à s'exprimer et même si elle faisait des références à la charte dans certains de ses arrêts, elle ne s'est jamais exprimée explicitement sur la question de son effet direct. Et du coup, l'arrêt était très attendu à ce sujet et dans cette première partie, donc, je vais vous montrer comment la Cour la Chambre sociale est finalement sortie du bois, coming out of the woodwork. Malheureusement, donc, pour nous dire que la charte n'est pas d'effet direct. Carole, excuse-moi, je ne veux pas te déranger, mais nous voyons juste la première page de ta présentation. Ah non, c'est pas vrai. Ça passe pas Alors, attendez. Hop. Je vais essayer de recommencer, mais est-ce que... Mais sinon, si tu préfères, on peut la bouger d'ici. Donc, si tu préfères, nous avons... Oui, je veux bien pour être sûr que ça fonctionne. Ok, alors, Ilaria, et tu dois juste nous dire quand nous devons changer de page. D'accord. Donc là, on est page 2.
Voilà, donc j'annonce mon plan. Donc un arrêt attendu, un expected judgment, avec la Cour de cassation donc qui sort du bois. Malheureusement donc un arrêt qui est décevant, puisque l'effet direct de l'article 24 de la charte qui est invoqué en l'espèce est rejeté. Mais surtout, il est décevant puisque le raisonnement suivi par la Cour de cassation est très discutable, très contestable, au point même qu'on a l'impression que l'objectif était bien de rejeter l'effet direct, et finalement, on est allé chercher les arguments pour ce faire, pour pouvoir rejeter cet effet direct. Et c'est pourquoi donc, j'ai voulu illustrer cette image avec un proverbe français qui dit « Qui veut noyer son chien dit qu'il a la rage ». Et apparemment, l'équivalent anglais est « Give a dog a bad name and hang him ». Donc, à la suite de la discussion autour de ces arguments discutables, les conséquences de cet arrêt, du coup, sont assez dévastatrices pour l'effectivité de la charte, qui est quasiment annihilée. En tout cas, on peut se poser la question. Et là encore, il semble que l'objectif caché de la Cour de cassation était finalement de sauver la loi française, sauver les barèmes Macron, et que le prix qui a dû être payé pour ce faire, c'est celui donc du rejet de toute autorité de la charte et de sa jurisprudence. Et c'est pourquoi, là encore, un proverbe français me semblait intéressant. Finalement, la Cour de cassation a jeté le bébé, la charte sociale, avec l'eau du bain. Et en anglais, on dit la même chose, throwing the baby out with the bath water. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, au moment où la Cour de cassation a se prononcé en 2022, donc, quelle était la situation, donc l'overview au sujet de l'applicabilité, l'effet direct de la charte dans l'ordre juridique français. Il y a eu une première période entre 1973 et le début des années 2010, 1973 qui est donc l'entrée en vigueur de la charte dans l'ordre juridique français, en tout cas la première charte de 61, où concrètement, devant l'ensemble des juges français, on a un rejet de tout effet direct de la charte sociale européenne, donc qui n'est pas invocable, pas justiciable devant le juge français. Puis, il y a une évolution qu'on peut, à mon sens, dater avec l'arrêt du Conseil d'État français, donc qui est la juridiction suprême administrative, qui, dans un arrêt de 2012, Gisti et Fapil, est venu préciser sa jurisprudence au sujet de l'effet direct des traités internationaux. Donc, le Conseil d'État est venu dire tout d'abord que la justiciabilité, l'invocabilité des traités devant le juge administratif est conditionnée par son effet direct. Il faut que le traité soit d'effet direct pour être invoqué en justice. Et il vient préciser quels sont les critères qu'ils vont utiliser pour déterminer si le traité a ou non un effet direct. Et à la suite de cet arrêt de 2012, pour la première fois, le Conseil d'État a accepté l'effet direct de certains articles, certaines dispositions de la Charte sociale européenne. Et le premier article, c'est justement l'article 24, le droit à une protection en cas de licenciement, dont il a reconnu l'effet direct en 2014 dans un arrêt Fischer. Par la suite, il a également reconnu l'effet direct de l'article 5 de la Charte sociale européenne, donc le droit syndical. Mais parallèlement, d'autres jurisprudences, d'autres arrêts ont à l'inverse rejeté l'effet direct d'autres dispositions, d'autres articles de la Charte. Donc le Conseil d'État apprécie l'effet direct de la Charte, article par article. Certains sont d'effet direct, d'autres non,
à son sens. Et là, finalement, beaucoup d'articles de la Charte sociale européenne ont vu leur effet direct rejeté, refusé par les juridictions administratives. Et donc, sans vous citer les arrêts, je fais référence à l'ensemble des articles où il y a un refus de l'effet direct. L'article 1er, le droit à l'emploi, l'article 2, le droit à des conditions de travail justes, l'article 4, le droit à une rémunération équitable, article 11, le droit à la protection de la santé, article 12, le droit à la sécurité sociale, article 15, le droit des personnes handicapées, article 16, le droit à la protection donc, de la famille, article 17, le droit des enfants à la protection, et article 31, le droit au logement. Donc ça, c'est la jurisprudence devant l'ordre administratif, donc les juridictions administratives françaises. Parallèlement, pendant ce temps, devant les juges judiciaires, on n'a pas eu d'explicitation. La jurisprudence, notamment de la Cour de cassation et de la Chambre sociale, n'était pas claire sur cette question de l'effet direct de la charte sociale. Il y avait des références à la charte, il y a des arrêts où la Cour de cassation semble admettre l'invocabilité de la charte sociale, mais sans jamais admettre explicitement son effet direct. Souvent, en fait, la Cour de cassation admet de connaître du respect d'un article de la Charte sociale européenne, mais lorsqu'il est invoqué avec d'autres dispositions internes ou internationales, par exemple, un article de la Charte, mais également on invoque, par exemple, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, on invoque des dispositions de l'Union européenne, on invoque des dispositions constitutionnelles, et la Cour de cassation fait une appréciation globale, mais sans jamais dire si la Charte, en tout cas les dispositions sont d'effet direct ou pas. Donc on attendait vraiment une clarification. Et c'est cette fameuse saga autour des barèmes Macron qui va permettre cette clarification. Donc la slide suivante. À partir donc, de 2017, donc, va être adoptée une ordonnance de 2017 sur la sécurisation de l'emploi. Et c'est cette ordonnance de 2017 donc, qui s'appelle les barèmes Macron, puisque à l'époque, il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui met en place donc les barèmes, c'est-à-dire un encadrement, finalement, minima, mais surtout à maxima, de l'indemnisation des travailleurs qui ont été licenciés de manière illégale, de manière abusive. Et la question s'est immédiatement posée en justice de savoir si cet encadrement était conforme ou non aux sources internationales de droit du travail que la France a ratifiées, et en particulier la question de savoir si c'est compatible avec l'article 10 de la Convention OIT numéro 158, et la conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, donc sur la protection en cas de licenciement. Donc il y a de nombreux arrêts qui ont été rendus en première instance. Les conseils des prud'hommes, qui sont donc les juges du travail de première instance en France, ont été saisis par de nombreux requérants, et leurs arrêts sont très divergents. Très divergents, il y a des conseils de prud'hommes qui reconnaissent l'effet direct de la charte, l'effet direct de la convention OIT, et qui considèrent que l'ordonnance Macron viole ces dispositions internationales, donc aboutissent à un constat de violation et donc à écarter l'application de la loi. Vous avez d'autres conseils des prud'hommes qui admettent l'effet direct de la convention OIT, mais pas celle de la charte. Vous avez des conventions qui refusent tout effet direct à ces deux conventions. Et vous avez des conseils de prud'hommes qui admettent l'invocabilité, l'effet direct, mais qui considèrent qu'il n'y a pas de violation
ni de la charte, ni de la convention OIT. Donc c'est vraiment des grandes divergences d'opinion, un véritable capharnaüm, et à un tel point que il y a deux conseils des prud'hommes qui ont décidé de saisir la Cour de cassation pour avis, pour avoir un avis. Et donc en 2019, l'Assemblée plénière pour avis de la Cour de cassation va rendre deux avis donc sur cette question, en concluant, à l'absence d'effet direct de l'article 24 de la Charte sociale européenne, en acceptant l'effet direct de l'article 10 de la Convention OIT, qui consacre pourtant le même droit que l'article 24 de la Charte, mais en considérant que l'ordonnance est bien conforme à la Convention OIT et donc n'est pas illégale, n'est pas inapplicable. Alors, les divergences ont continué à persister même après ces avis de 2019, puisque ces avis, en fait, ne sont pas contraignants pour les juridictions inférieures. Et donc, à la suite de cet arrêt, certains conseils de prud'hommes ont continué une forme de résistance en n'appliquant pas l'avis et en reconnaissant toujours l'effet direct de l'article 24 de la Charte. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on attendait que la Cour de cassation soit enfin saisie pour trancher cette question et imposer son interprétation aux juridictions inférieures, aux juridictions de fond. Parallèlement, je vous signale, mais vous le savez, qu'il y avait un risque de divergence avec l'appréciation du Comité européen des droits sociaux, qui, à cette époque-là, s'était déjà prononcé pour une loi finlandaise qui était équivalente, donc pareil, qui posait des barèmes à l'indemnisation. C'est donc la décision Finnish Society of Social Rights contre Finlande de 2016, et qui s'était également prononcé pour le cas de la législation italienne, donc Confederazione Generale Italiana del Lavoro, en 2019, en condamnant à chaque fois ces deux législations nationales qui, sans être similaires à la législation française, étaient tout de même très comparables. Donc on s'attendait à une condamnation de la France, d'autant que le comité était déjà saisi par des réclamations collectives, par des syndicats français sur cette question-là. Donc, slide suivante. Cette décision très attendue s'est avérée finalement très, très décevante. Très décevante, et pour ce faire, je vous montre juste l'extrait clé de cet arrêt, deux extraits qui vont vous montrer le raisonnement suivi par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans cet arrêt de 2022. Donc le premier extrait confirme donc la question de l'effet direct et des critères que la Chambre sociale, pour la première fois, va expliciter les critères de l'effet direct. Donc, je vous lis cet extrait. Les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir, et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre États. Donc là, on reconnaît le premier critère qui est le critère subjectif de l'effet direct et qui est formulé de la même manière que la décision du Conseil d'État Gisti et Fapil. Donc la Cour de cassation va aligner ces critères sur ceux du Conseil d'État. Je poursuis et ne requiert donc l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Donc là, c'est le critère objectif qui est également celui du juge administratif. Donc, slide suivante, une fois que
donc la Cour de cassation a précisé ces critères, elle va les appliquer pour la question de l'effet direct de l'article 24 de la Charte. Donc voici l'extrait. Les dispositions de la Charte sociale européenne, selon lesquelles les États contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en œuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application, et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé à la partie 4, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de la loi, donc à l'article L 1235 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance de 2017. Donc voilà le rejet de l'effet direct de l'article 24 et les raisons, les motifs, qui sont, à mon sens, très critiquables, ce que je vais voir donc dans la slide suivante. Donc là, merci. Alors, dans l'extrait que je vous ai lu, on voit donc une référence à une partie de la charte, une référence donc au fait que les dispositions, enfin que dans les dispositions de la charte sociale, pour lesquelles donc les États contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles. Cette phrase est issue en fait de la partie 1 de la Charte sociale européenne, la first part, qui est une partie déclarative de la Charte. Donc, c'est assez vicieux de la part de la Chambre sociale de se référer à cette partie déclarative et non pas à la partie 2 qui contient les obligations, là pour le coup, des États. Partie 2 qui dispose que les parties s'engagent à se considérer comme liées par les obligations résultant des articles et des paragraphes que la charte contient, et notamment l'article 24 qui est bien sûr dans la partie 2. Donc si on en suit la Chambre sociale de la Cour de cassation, la charte ne contiendrait finalement que des principes et des objectifs, ce qui est complètement faux. Elle contient des droits, notamment formulés donc, dans sa partie 2, et la Chambre sociale omet complètement d'évoquer la partie 2, qui est pourtant claire à ce sujet et qui précise que les États s'engagent bien à des obligations contraignantes. Donc ça, c'est le premier argument critiquable. Deuxième argument qui peut être critiqué, la Chambre sociale de la Cour de cassation nous précise donc que les États parties ont réservé le contrôle de la charte au seul système spécifique prévu à sa partie 4. En disant ça, donc elle nous dit que finalement, le contrôle de la charte ne peut être fait que par le système de la Charte sociale européenne au niveau européen, par le Comité européen de droits sociaux, soit par les réclamations collectives, soit par le contrôle sur rapport. Mais que donc, il ne peut y avoir qu'un contrôle au plan européen, au plan international. Donc là, elle fait référence en fait à l'annexe de la charte qui précise qu'il y a une phrase qui nous dit que l'annexe de la charte précise qu'il est entendu que la charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie 4. Donc cette phrase semblait exclure qu'il puisse y avoir un contrôle au niveau national, au niveau interne. C'est en tout cas cette interprétation que retient la Cour de cassation française. Et pourtant, cette interprétation a été remise en question, remise en cause, notamment par son Jean-Michel Bélorgey, ancien membre du Comité européen des droits sociaux. Il y a une partie de la doctrine et des membres du comité donc, qui sont venus dire qu'il ne fallait pas interpréter l'annexe comme excluant tout contrôle interne, mais comme excluant la possibilité d'autres contrôles internationaux
que celui qui est prévu par la Charte sociale européenne. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que on ne voit pas en quoi la charte elle-même ou le traité devrait prévoir, ou en tout cas aurait compétence pour prévoir l'exclusion d'un contrôle au niveau national par les juges nationaux, qui est finalement une question, cette question de la compétence des juges nationaux pour faire le contrôle de la charte, qui relève uniquement d'un choix national et de l'ordre juridique constitutionnel national. Et enfin, dernier argument, dans les faits, il y a de nombreux juges nationaux européens qui ont déjà accepté de connaître du contrôle de la Charte sociale européenne, donc ce qui montre bien que celle-ci n'est pas exclue. Donc, slide suivante. Sur les conséquences de cet arrêt, donc, dont le raisonnement est tout de même très critiquable, la première conséquence est de dire qu'elle est quand même assez large, assez importante, parce que quand on suit la motivation de l'arrêt, on voit bien que ce n'est pas seulement l'effet direct de l'article 24 qui est rejeté, mais l'effet direct de l'ensemble des dispositions de la charte, qui ne seraient donc que des objectifs à poursuivre et qui de toute façon ne pourraient pas faire l'objet d'un contrôle juridictionnel au niveau national. Donc, même si au final la conclusion c'est que l'article 24 n'est pas d'effet direct, on voit bien avec la motivation que c'est l'ensemble de la charte qui se voit refuser tout effet direct. Les conséquences sont importantes aussi, puisque donc c'est la Chambre sociale de la Cour de cassation qui s'est prononcée, et donc son appréciation, son interprétation va s'imposer aux juridictions inférieures, et donc est censée mettre fin aux discussions et aux interprétations divergentes des juges judiciaires. Donc, a priori, c'est la fin de la saga, c'est la fin des divergences et des discussions devant les juridictions inférieures. Et en même temps, cette décision met au jour une nouvelle divergence entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives, puisque, comme on l'a vu, parallèlement, le Conseil d'État, lui, avait déjà admis l'effet direct de l'article 24. Donc, ça crée une divergence entre les juridictions françaises dont on ne sait pas à quoi elle va aboutir. Et au final, le fait que l'ensemble de l'effet direct de la charte soit rejeté par la Cour de cassation entraîne finalement, si la hiérarchie est bien respectée, que désormais, on ne puisse plus invoquer devant les juridictions du travail en droit français la charte sociale, au nom donc du respect de ce nouvel arrêt. Cette décision est assez décevante, mais aussi finalement étonnante, puisque la Chambre sociale de la Cour de cassation est toujours apparue comme la juridiction française la plus ouverte aux sources internationales du droit, et notamment, par le passé, elle avait déjà conclu à l'inapplicabilité d'une loi en raison de sa contrariété avec une convention de l'OIT en 2008. Donc, c'était la fameuse jurisprudence contrat nouvelle embauche de 2008, donc qui pouvait laisser supposer que la Chambre sociale était tout à fait prête à écarter une loi en raison de sa contrariété avec une source internationale du travail. Slide suivante. Merci beaucoup. En fait, il restait juste une dernière slide. Voilà, excusez-moi. J'ai vraiment bientôt terminé. Donc, mon appréciation est, vous le voyez, très, très négative. Mais je voulais juste terminer en disant que peut-être on peut avoir un espoir en considérant que cet arrêt est un arrêt d'opportunité ou un arrêt très politique.
Pourquoi? Parce que finalement, la Chambre sociale de la Cour de cassation a souhaité sauver la loi. Elle voulait sauver la loi, elle voulait sauver les ordonnances Macron, et elle savait déjà à ce moment-là qu'elle risquait une opposition frontale avec l'appréciation du Comité européen des droits sociaux, puisque au moment où la Chambre sociale de la Cour de cassation rend son arrêt, le comité avait déjà rendu ses décisions dans le cadre des 2 réclamations collectives, et avait déjà, donc c'était la décision a été adoptée le 23 mars 2022, rendu des constats de violation. Alors, il est vrai que ces décisions ont été notifiées à la France en mai, mais évidemment, le gouvernement français et les juridictions sociales françaises connaissaient ces décisions, et elles n'ont été publiées qu'en septembre 2022. Mais en tout cas, au moment où la Chambre sociale se prononce, elle savait déjà que si elle constatait une non-contrariété avec la Charte sociale européenne, son interprétation, son appréciation serait contradictoire, en opposition avec celle du Comité européen des droits sociaux. Donc, il semble que la Chambre sociale a voulu éviter une opposition frontale avec l'appréciation du comité, et finalement, la seule solution, c'était tout simplement de ne pas connaître de la charte, de ne pas faire le contrôle de la charte, et donc, en amont, de rejeter toute effectivité, toute invocabilité à la charte sociale, et également toute autorité aux décisions du Comité européen des droits sociaux, puisque dans le communiqué de presse de l'arrêt de 2022, il est précisé que les décisions que prennent le Comité européen des droits sociaux n'ont pas de caractère juridictionnel, et donc n'ont pas de caractère contraignant dans l'ordre juridique français. Donc c'est vraiment une annihilation de toute effectivité de la charte qui n'est pas d'effet direct, et de son système de contrôle qui n'est pas contraignant dans l'ordre juridique français selon la Cour de cassation. En attendant, même si c'est un arrêt politique et d'opportunité, les conséquences, les résultats sont les mêmes. Il y a aujourd'hui une contradiction entre l'appréciation de la Cour de cassation française et celle du Comité européen des droits sociaux, et même du comité OIT, qui a également considéré que cette loi est contraire à la convention OIT. Il y a une contradiction entre les juridictions administratives qui admettent l'effet direct de l'article 24 et les juridictions judiciaires donc, qui ne l'admettent pas. Et il y a même une contradiction entre les juges judiciaires eux-mêmes, puisque même si l'arrêt a conclu à l'absence d'effet direct, certains juges au sein de la formation étaient opposés à cette conclusion, et notamment vous avez l'avis de l'avocate générale qui, elle, considérait qu'il fallait admettre l'invocabilité de la charte pour au moins lui faire produire une invocabilité d'interprétation, un effet d'interprétation conforme, et donc n'a pas eu la même appréciation et la même interprétation que la Cour de cassation au final. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Excusez-moi si j'ai été longue. Merci beaucoup. Now we have an appreciated coffee break for people present in the room, and so I invite all you and Professor Van Dreugenbroek and Professor Pansera to continue within 10-15 minutes late. Thank you.